Alors justement, avec l'heure du goûter qui approche, ça nous a paru assez sympathique de vous proposer d'aller dans une fromagerie, même si malheureusement on n'a pas pu organiser d'atelier de dégustation, même en coulisses. Voilà, et tout le monde, je pense, sera d'accord avec moi. Alors, donc tout d'abord, peut-être avant de parler plus précisément de cette fromagerie qui nous intéresse, quelques éléments de contexte dans ce secteur d'activité. Ce qu'on sait déjà au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il existe des expositions à des agents biologiques et des agents chimiques dans le secteur des fromageries. Tout ça, en fait, c'est dû simplement à l'ensemble des procédés et des tâches qui sont mises en œuvre pour la fabrication de ces fromages. Certaines pathologies peuvent même être reconnues comme des pathologies professionnelles, c'est prévu pour ce secteur d'activité, liées en particulier à l'exposition aux moisissures. Le tableau 66 bis des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale prévoit cette reconnaissance pour les pneumopathies d'hypersensibilité, donc c'est quand même assez spécifique. Par contre, quand on cherche des données dans la littérature, on se rend compte que finalement, on n'a pas tellement d'informations disponibles sur les expositions à la fois chimiques et biologiques dans ce secteur d'activité. Alors, évidemment, cette intervention, on verra comment elle est arrivée, cette intervention. On verra que justement, elle nous a permis d'investiguer plus particulièrement ces polyexpositions. Alors, pour la fromagerie dans laquelle nous sommes intervenus, juste quelques petites précisions pour dire que c'est une entreprise qui compte quand même 200 salariés, auxquels viennent s'ajouter assez régulièrement des intérimaires. Elle fabrique des fromages à pâte molle. Et puis, on a tout un processus donc, de fabrication, de transformation des fromages pour lesquels la phase de maturation finale se déroule dans ce qu'on appelle des halloirs, qui sont en fait des caves d'affinage. Et par contre, ces halloirs ont des conditions de température et d'hygrométrie qui sont très strictement contrôlées pour que le processus de fabrication et donc d'affination se passe le plus correctement possible. Alors, au cours de cette maturation, ce qu'il faut savoir, c'est que les fromages ne sont pas simplement stockés dans les halloirs, mais nécessitent diverses opérations. Alors en fait, on les bichonne, ces fromages. Voilà, pour le dire comme c'est, on les retourne, on les lave, on les brosse. En fait, on met en œuvre tout un savoir-faire très spécifique qui est destiné évidemment à ce que ce qui arrive dans nos assiettes soit vraiment le meilleur possible et vraiment conforme à nos attentes. Alors, pourquoi cette intervention? Excusez-moi, voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'on a été amené à intervenir dans cette entreprise? Alors, au tout départ, en fait, c'est un signalement du médecin du travail qui a déclenché les opérations. Ce médecin a reçu en consultation différents salariés qui lui rapportaient des symptômes respiratoires qui survenaient préférentiellement en fin de journée, voire même pendant la nuit, et pour lesquels ces salariés faisaient le lien avec une opération particulière qu'ils avaient réalisée dans la journée, qui était un brossage, mais un brossage manuel de certains fromages, c'est-à-dire un brossage qui est fait à l'aide d'une brosse et avec un mélange de saumure. Et ces symptômes, au départ, ont principalement été rapportés par des travailleurs intérimaires. Donc le médecin a cherché évidemment à savoir qu'est-ce qui se passait exactement, a contacté l'entreprise, et puis les premières investigations ont montré qu'en fait ces problèmes étaient connus des salariés, je dirais, habituels, mais eux, ils l'avaient intégré dans leur travail quelque part, et finalement eux ne se plaignaient pas. Alors évidemment, quand les investigations ont commencé, les remontées se sont faites plus précises et effectivement, voilà, le médecin du travail s'est rendu compte que d'autres travailleurs étaient concernés. Alors là où les choses se sont gâtées, entre guillemets, c'est que chez une salariée expérimentée, ces syndromes respiratoires sont allés vraiment jusqu'à un phénomène extrêmement aigu, extrêmement grave, qui a mené d'ailleurs la médecin à prononcer une inaptitude médicale, alors que cette salariée était vraiment en plus très attachée à son poste de travail. Ça a vraiment été assez dramatique. Et puis, il a même fallu prononcer un licenciement suite à cette inaptitude médicale.
Alors, le médecin et l'entreprise se sont tournés vers l'INRS et la CARSAT. On va passer les différentes phases. Et nous nous sommes rencontrés sur place. Alors, je regarde Philippe, parce que Philippe était là dès la première visite. Nous nous sommes rencontrés sur place avec, évidemment, les représentants de l'entreprise, y compris les instances représentatives du personnel, le médecin du travail, donc l'INRS, plusieurs collègues de l'INRS, et puis la CARSAT. Nous étions plusieurs agents. Et puis assez rapidement, au cours de l'échange que nous avons eu, des premiers éléments que nous avons collectés, il a été décidé de réaliser des mesurages. L'objectif de ces mesurages étant évidemment d'apporter un certain nombre d'informations sur ces situations de travail, voir un peu si on pouvait expliquer ou faire un lien avec les symptômes qui étaient rencontrés par les salariés. Et puis aussi essayer de caractériser les polluants qui se trouvaient dans l'environnement de travail pour voir lesquels pouvaient être à l'origine de ces symptômes. Donc, l'objectif de ma présentation, là, aujourd'hui, c'est de faire justement un retour d'expérience sur cette intervention, expliquer très rapidement, je vous rassure, en quoi ont consisté ces campagnes, quels ont été les principaux résultats, qu'est-ce qu'on en a déduit, qu'est-ce qu'on a trouvé. On a trouvé des choses auxquelles on s'attendait, mais d'autres auxquelles on ne s'attendait pas vraiment, ni l'entreprise d'ailleurs. La nécessité de mettre en place de la prévention, et puis les difficultés aussi, et ça sera important d'insister là-dessus, les difficultés auxquelles on a été confronté justement pour la recherche de ces mesures de prévention. Alors, très rapidement, 2 campagnes de mesurage réalisées par les laboratoires de l'INRS, principalement celui de Philippe. Donc, la première campagne était destinée à évaluer donc ces niveaux d'exposition à certains agents chimiques ou des agents particuliers. Alors, agents chimiques, au départ, la palette était très très large puisqu'on ne savait pas vraiment ce qu'on allait trouver. Donc, il a été décidé de vraiment chercher très large. Donc, on voit là quelques exemples, les COV, le CO2, l'ammoniac, mais aussi des oxydes d'azote, etc., etc. Les polluants particuliers, les bactéries, les moisissures, endotoxines, et puis on a aussi mesuré l'oxygène. Le laboratoire a réalisé des mesures dans différentes zones, pas seulement dans la zone qui était incriminée, bien d'autres zones. On a fait des prélèvements individuels à point fixe, en temps réel. Alors évidemment, il ne va pas du tout être question de décrire tout ça. L'important, je pense, c'est de montrer que ces campagnes ont été vraiment de grande envergure, puisque plus de 400 analyses ont été faites quand même par les laboratoires, ce qui permet quand même d'avoir des résultats sur lesquels s'appuyer. Deuxième campagne très rapidement, il s'agissait là d'aller documenter plus précisément les expositions individuelles alors sur des polluants plus resserrés, sur lesquels là on avait des doutes, en particulier le CO2 et les moisissures. Évaluer l'impact d'une modification qui avait déjà été apportée par l'entreprise sur la ventilation, on aura le temps d'en reparler. Et puis, il y a eu aussi une approche ergotoxicologique pour essayer de voir si justement on pouvait faire un lien entre le geste, en particulier le geste de brossage, et les expositions. Alors, les premiers résultats, si on regarde l'exposition aux moisissures, alors, vous avez le schéma là, qui est à gauche, où en abscisse, on a les concentrations en moisissure, et puis à droite, on a les différentes zones ou postes ou tâches qui ont été investiguées. Alors, très rapidement, on peut se rendre compte sur le schéma que les résultats qui se trouvent dans la petite ovale, là, la petite patate qui est à droite, correspondent tous justement à cette tâche de brossage manuel. Et là, on se rend bien compte qu'on atteint des niveaux d'exposition qui sont très élevés, puisqu'on est entre 10 puissance 7 et 10 puissance 8 UFC par mètre cube. On a essentiellement des agents qui sont de la famille des pénicillium, donc ça c'était attendu, donc pas de mauvaise surprise là-dessus, mais par contre des niveaux très élevés vraiment pour cette opération-là. Pour les autres opérations, alors on a pu atteindre des niveaux qui étaient assez élevés, mais beaucoup moins sur les opérations qui étaient faites sur les autres fromages. Donc là, on voit vraiment qu'on a quelque chose de très significatif sur le poste de brossage manuel. Peut-être plus surprenant, là, l'exposition au dioxyde de carbone. Alors là encore, on a en abscisse les concentrations en CO2 et puis en ordonnée les différentes zones.
Et la ligne verticale qu'on trouve à 5000 ppm, là, qui est en pointillé rouge, correspond en fait à la valeur limite d'exposition professionnelle, qui est une valeur contraignante, réglementaire contraignante, qui est à 5000 ppm. Et là, on se rend compte tout de suite, juste en regardant le schéma, qu'on est quand même très souvent soit très proche de cette ligne verticale, soit même on la dépasse assez largement. Et là, par contre, on n'est pas uniquement sur le poste de brossage, c'est quelque chose qui a été détecté un petit peu partout, avec des valeurs instantanées qui ont pu quand même atteindre 12 000 ppm, donc c'est quand même extrêmement important. Alors, quand on a ces résultats, donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on confirme par ces mesures que le brossage manuel est bien effectivement une activité qui est très exposante à des champignons, à des moisissures allergènes. Et on a pu vraiment faire le lien entre ce geste de brossage manuel et des niveaux d'exposition importants. Donc on voit bien que là, on a une exposition qui est, si j'ose dire, tâche dépendante. Par contre, ce qui est plus nouveau, c'est d'avoir trouvé des niveaux d'exposition au dioxyde de carbone très élevés. Je ne suis pas en train de dire qu'on le découvre totalement, le CO2, on pouvait s'y attendre, mais à des niveaux aussi élevés, c'est ça qui était surprenant. Et là, en fait, le lien se fait entre l'endroit où se trouve l'opérateur et cette exposition qui en fait est inhérente au procédé. En clair, quand on est dans un halloir où il y a énormément de fromage, le processus de maturation va provoquer en fait ce dégagement de CO2. Et là, on voit bien qu'en fait l'exposition elle est milieu dépendante et pas tâche dépendante. Juste un mot pour dire que par exemple sur les COV et puis l'ammoniac, on n'a pas retrouvé de niveau significatif, en tout cas qui soit préoccupant. Quant au taux d'oxygène, sur les mesures qui ont été réalisées lors des campagnes, on n'a pas trouvé de risque immédiat. Alors, on voit bien donc qu'on se retrouve dans un contexte de polyexposition à la fois à des agents biologiques et à la fois à des substances chimiques, à des niveaux en tout cas qui nécessitent la mise en place de mesures de prévention. Mais quand on regarde nos opérateurs, on voit bien qu'il y a bien d'autres contraintes aussi qui sont présentes, ne serait-ce que la température dans laquelle ils évoluent quasiment toute la journée, puisqu'on est à des températures inférieures à 15 degrés, avec une humidité relative qui est supérieure à 95%. Donc ça aussi, c'est quand même une contrainte importante. Ils réalisent beaucoup de manutention, que ce soit des claies, des chariots, des fromages. Ils ont des gestes répétés, le brossage, le retournement, etc. Donc ça veut dire des contraintes physiques, des déplacements dans les locaux. Ils vont souvent d'un halloir à l'autre, etc. Donc on voit bien qu'on a tout un ensemble de contraintes. Et là encore, je rebondis sur ce qui a été dit ce matin, on n'a pas les contraintes organisationnelles ou relationnelles dont on a parlé ce matin. On est bien sur le biologique, le chimique et le physique. Alors, en termes d'action de prévention, ce qui s'est avéré, c'est qu'avec nos polluants différents, il a fallu avoir des approches différentes. En clair, pour nos moisissures, qui généraient une exposition très liée au geste de brossage, il aurait plutôt fallu faire du captage à la source. Par contre, quand on est face à cette problématique CO2 qui est présente dans des locaux de façon générale, là c'est plus la ventilation générale qu'il faudrait travailler. Mais viennent se superposer à ça tout un tas de contraintes qui font que ces actions de prévention ne sont pas faciles à déterminer. On a d'abord toutes les contraintes très fortes qui sont liées au procédé. On est dans l'alimentaire. Donc, on a ne serait-ce que le respect de toutes les exigences en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire. On ne peut pas mettre en place n'importe quoi sans qu'il faille bien sécuriser tout ça. On a l'impératif, évidemment, du déroulement du processus de fabrication et puis la recherche de qualité du produit final. On ne peut pas non plus tout modifier facilement. Et puis, on a les contraintes qui sont liées aux locaux et aux installations existants. Il faut faire avec ce qui existe et avec les halloirs tels qu'ils existaient au jour d'aujourd'hui. Et puis, il faut prendre en compte, comme je viens de le dire, tous les autres risques. Les risques de TMS, les risques de chute, le travail en milieu froid, humide, etc. Et tout ça pour dire qu'en fait, on se heurte quand même à des difficultés importantes
pour définir des mesures de prévention qui soient les plus adaptées, qui soient les plus efficaces et surtout qui soient compatibles avec toutes ces contraintes. Alors, en conclusion, donc on a bien mis en évidence lors de cette intervention des polyexpositions, en particulier aux agents microbiologiques et substances chimiques. On s'est bien rendu compte que la recherche des mesures de prévention s'avérait compliquée au regard des contraintes qui s'imposent et puis de tous les autres risques présents. Cela étant, il faut quand même rester positif, hein, c'est-à-dire que tous ces résultats vont certainement nous aider à faire des préconisations, ça pour le moins, pour la conception de nouveaux locaux de fabrication. À ce moment-là, on pourra intégrer ces résultats et puis surtout concevoir des postes de travail intégrant la prévention. Et puis, côté INRS, Philippe y reviendra certainement, ça a déclenché, je dirais, l'ouverture d'une étude beaucoup plus large qui prévoit justement d'aller investiguer dans bien d'autres fromageries, parce que, évidemment, en fonction des fromages, en fonction des procédés de fabrication, on va certainement mettre en évidence d'autres polluants. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous remercie.